Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Paul von Hindenburg est le chef d'État qui fascine le plus l'Allemagne. Général victorieux lors de la Première Guerre mondiale, il est considéré comme un héros par la population. Après la guerre, il est élu à 2 reprises à la présidence du Reich. Son adversaire politique est un certain Adolf Hitler. Hindenburg méprise cet homme qu'il considère comme un arriviste. Quelques années plus tard, c'est pourtant lui qui nomme Hitler aux plus hautes responsabilités. Pourquoi ? Berlin, 1914. Depuis des siècles, l'Allemagne est une monarchie. Le souverain qui règne en ce début de siècle est l'empereur Guillaume II. L'économie est florissante. L'Allemagne est une puissance mondiale et Berlin une des grandes métropoles européennes aux côtés de Londres et Paris. C'est à Hanovre, paisible capitale de l'État de Basse-Saxe, que s'est installé le général prussien à la retraite, Paul von Hindenburg. Mon grand-père avait une vie sociale, mais il menait malgré tout l'existence d'un retraité. À cette époque, c'était sûrement ma grand-mère qui menait la maison. C'était une femme pleine de joie de vivre, qui aimait rencontrer des gens et nouer des relations. Alors que mon grand-père était plus passif. C'est en 1914 également qu'un peintre autrichien s'installe à Munich, la capitale de l'État de Bavière. Il s'appelle Adolf Hitler. Encouragée par sa prospérité économique, l'Allemagne aspire à un plus grand pouvoir politique. En 1914, la situation de l'Allemagne était excellente, tant sur le plan industriel que militaire. Elle affichait une économie extrêmement organisée, axée en grande partie sur la militarisation du pays. Elle était dans une position idéale. L'Europe est en paix depuis 40 ans, mais c'est une paix dont plus personne ne veut. Chacun espère une provocation, une occasion d'agir. C'est alors que le prince héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné le 28 juin à Sarajevo. Cet événement, somme toute mineur, provoque une succession de déclarations de guerre. L'Allemagne et l'Autriche se retrouvent opposées à la France, l'Angleterre et la Russie. Chose étonnante, le déclenchement d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire a été salué avec enthousiasme par la population de nombreuses nations engagées dans la guerre. C'était le cas des Français, des Britanniques et des Allemands. On a assisté à des explosions de joie. Il y a une photo célèbre de la foule en liesse à Munich. Hitler y était. En Allemagne, les gens étaient convaincus qu'une guerre avec la France serait très courte. Ils avaient une confiance immense dans les capacités de leur pays. À juste titre d'ailleurs. C'était parfaitement réaliste. Berlin, août 1914. Lorsque la guerre a éclaté, Hindenburg était en visite chez des parents. Quand il a pris sa correspondance à Berlin, il a été directement témoin de cet enthousiasme patriotique. Il était en Poméranie et rentrait à Hanovre. Il s'est arrêté à Berlin pour se présenter en personne au chef d'état-major et faire savoir qu'il était disponible à tout moment. Hindenburg est profondément déçu que personne ne semble avoir besoin de lui. Le soir de son arrivée à Hanovre,
Il écrit une lettre au chef d'état-major à Berlin, les priant, dans les termes les plus courtois, de lui désigner une affectation. Dans sa lettre, il supplie le ministre prussien. Il explique qu'il n'ose même plus sortir dans la rue parce que tout le monde le montre du doigt. Pourquoi n'a-t-il pas été rappelé sous les drapeaux? N'a-t-il pas reçu son ordre de marche? Il est même prêt à accepter une affectation en dessous de son grade. L'Allemagne redoute par-dessus tout de devoir se battre sur deux fronts. La Russie possède alors la plus grande armée du monde. Il semble presque impossible de vaincre simultanément les Russes à l'est et l'Angleterre et la France à l'ouest. Parmi les troupes massées sur le front de l'ouest se trouve un simple soldat, Adolf Hitler. Hitler était autrichien. Quand la guerre a éclaté, il n'a pas du tout cherché à rejoindre les rangs de l'armée austro-hongroise. Au lieu de cela, il s'est porté volontaire dans l'armée bavaroise. Il est envoyé sur le front de l'Ouest en tant qu'estafette. Cela pouvait s'avérer difficile et dangereux, mais ça l'a quand même tenu à l'écart des premières lignes. Cela dit, il s'est distingué très honorablement et a été récompensé par la Croix de fer de première classe. Mais il n'a jamais pris part aux combats les plus intenses. Mi-août 1914, les généraux allemands cherchent un homme capable de stopper l'avancée de l'armée russe. Le commandement militaire de la 8e armée, mobilisée à l'Est, s'était avéré complètement incapable de remplir sa mission. Tous les espoirs reposaient sur Ludendorff. Le général de brigade Erich Ludendorff est un stratège remarquable, mais un homme réputé difficile. Pas forcément celui qui convient le mieux à cette mission. Ludendorff n'était pas assez haut gradé pour qu'on lui confie le commandement de la 8e armée. On a donc cherché quelqu'un qui ne lui mettrait pas des bâtons dans les roues. Et on a trouvé. Le ministre prussien de la guerre a dit « Il y a Hindenburg, il remplit toutes les conditions, il est général, on pourrait peut-être le promouvoir général de brigade et lui confier cette armée. Il ne gênerait pas Ludendorff. » Et voilà. Hindenburg a reçu un télégramme l'informant qu'on avait besoin de lui. Et il a sauté dans un train parce que Ludendorff l'attendait avec son plan de bataille tout prêt. Hindenburg n'avait pas de tenue adéquate pour la guerre. Il a dû exhumer d'un placard sa vieille veste d'uniforme de l'armée prussienne. Mais ce n'était pas celle qu'un officier de son rang aurait dû porter. Ça montre combien tout cela était improvisé. Il savait très bien que Ludendorff avait déjà préparé son plan de bataille. Quand ce dernier a voulu le lui exposer, Hindenburg a dit « Il est sûrement parfait. Allons dormir avant une grande victoire décisive sur le front de l'Est. » Sous le commandement d'Hindenburg, Ludendorff a carte blanche sur le front de l'Est. Il connaît bien l'ennemi, et comme il a servi en tant qu'observateur militaire en Russie, il parle la langue. Hindenburg commence par une tournée d'encouragement à ses soldats sur le front. Pendant ce temps, Ludendorff met son plan de bataille à exécution. Encerclés par les soldats allemands, les survivants russes se rendent le 30 août. Hindenburg revendique la victoire de cette nouvelle bataille de Tannenberg, bien que le site historique se trouve à une trentaine de kilomètres de là. Il y avait déjà eu une bataille de Tannenberg au début du XVe siècle. C'était là que les Polonais avaient écrasé les Prussiens. Tannenberg faisait donc partie de la mythologie polonaise. Le fait que les Allemands remportent une victoire en 1914, non loin du même site, et la rebaptisent la bataille de Tannenberg, est une façon pour l'Allemagne de reconquérir ce nom.
Hindenburg était parfaitement conscient de la portée historique de cet événement. Il s'en est fait le relais en parfaite connaissance de cause. Le choix de ce nom a été un véritable coup de génie sur le plan politique. Le public a reconnu immédiatement la dimension historique de la bataille. C'était d'ailleurs le but recherché. Il a été prouvé que le gouvernement impérial avait décidé sciemment de présenter Hindenburg comme un héros de guerre. La deuxième armée russe est anéantie à Tannenberg. C'est le premier grand succès remporté par les troupes allemandes sur le front de l'Est. La nouvelle de la victoire qu'Hindenburg s'est attribuée se répand comme une traînée de poudre. Au sein même de l'armée, le vieux général est fêté comme le héros de Tannenberg. Sa phrase « La guerre me fait autant de bien qu'une cure » fait un tabac parmi les soldats. Hindenburg a accepté la répartition des rôles entre Ludendorff et lui. Vu de l'extérieur, il est apparu comme l'artisan de la victoire. Il s'est arrogé également le droit de l'interpréter. Mais quand l'empereur lui-même a réclamé des explications sur le déroulement de la bataille, qui lui en a fait le récit? Ludendorff. C'était lui qui avait préparé le plan et qui était capable d'en fournir les détails militaires. C'est lui le spécialiste de la bataille de Tannenberg. Mais Hindenburg s'est arrangé pour en donner l'interprétation historique, pour en revendiquer la paternité. Du jour au lendemain, cet obscur général à la retraite devient un héros populaire et une figure emblématique de l'Empire. Ses portraits s'affichent partout. Une statue en aulne de 12 mètres de haut à son effigie est dressée à Berlin. La population la baptise l'Hindenburg de fer. Mon grand-père n'a pas inventé ce surnom, mais il l'a accepté en disant « Si cela peut servir l'Allemagne, allons-y ». La statue sert un autre objectif. Les Allemands peuvent acheter des clous et les planter dedans. Une façon de récolter des fonds pour l'effort de guerre. Ça a attiré énormément de gens. Dans les premiers jours, des dizaines de milliers de personnes sont venues planter des clous dans la statue. Ça a continué pendant plusieurs années. Elle est restée debout jusqu'à la fin de la guerre. Pratiquement dès le début du conflit, Hindenburg est devenu une véritable figure publicitaire, utilisée sur tous les objets possibles et inimaginables. Il y avait 150 marques différentes de cigares Hindenburg, des chopes de bière à son effigie, des cendriers, des harmonicas qu'on envoyait aux soldats au front. Il y avait aussi des choses plus curieuses, un lubrifiant Hindenburg, un pâté de foie, des montures de lunettes, des jouets très appréciés et des figurines dans toutes les tailles possibles. Pendant ce temps, la guerre continue de faire rage. Sur le front de l'Ouest, des millions de soldats se font face dans les tranchées. Le nombre de morts augmente dans des proportions incalculables. Le soldat Hitler fait partie des hommes grièvement blessés en octobre 1918 dans les monts de Flandre. Peu de temps avant la fin de la guerre, Hitler est hospitalisé dans un hôpital militaire à Pasewalk, dans le nord-est de Berlin. Il souffre de cécité passagère. On n'en connaît pas précisément l'origine. D'après certains, il se serait agi d'une manifestation hystérique, provoquée par le traumatisme psychologique de la guerre et la défaite imminente.
Il apprend d'ailleurs la nouvelle à l'hôpital, à Pasewalk. Comme il l'a relaté dans Mein Kampf, c'est un moment bouleversant. Il gît dans son lit, aveugle, et entend que l'Allemagne a perdu la guerre. À l'automne 1918, le front allemand en France s'effondre. L'empereur Guillaume II convoque Hindenburg et Ludendorff à Berlin. Si ce dernier est limogé, Hindenburg reste à son poste. Hindenburg n'a jamais été rendu responsable des échecs militaires qui se sont enchaînés à la fin de la guerre. La situation critique de l'armée, les mauvaises conditions d'approvisionnement, les tensions sociales croissantes, tout cela a un peu écorné son image. Mais curieusement, il en est sorti indemne, malgré les circonstances de plus en plus délicates. Dans les villes allemandes aussi, on souffre terriblement de la guerre. La population est affamée, l'enthousiasme s'est éteint depuis longtemps. En novembre 1918, les premières émeutes éclatent. Soldats et ouvriers manifestent dans les rues. La révolution est en marche. Quand l'Allemagne a commencé à s'effondrer, Hindenburg, l'homme qui contrôlait l'effort de guerre, a proposé que ce soit des civils, les membres des grands partis politiques, qui demandent un armistice. Il avait compris que l'Allemagne ne pouvait plus gagner. C'est ainsi qu'il a suggéré à Guillaume II d'abdiquer et de partir en exil, ce que l'empereur a accepté. Mon grand-père était en faveur de cette solution et a conseillé à l'empereur de partir pour la Hollande. Ce n'était pas loin et comme c'était aussi une monarchie, il avait des chances d'y être accueilli. Une chose le tracassait tout particulièrement. L'empereur insistait beaucoup pour qu'il assume la responsabilité de cette décision. Après un échange de courriers avec l'empereur en Hollande, mon grand-père s'est finalement résolu à écrire une lettre à Guillaume II, reconnaissant plus ou moins avoir une part de responsabilité. La monarchie allemande prend fin avec l'abdication de l'empereur Guillaume II. La République est proclamée le 9 novembre 1918 à Berlin. Pour la première fois de l'histoire, une démocratie parlementaire est instaurée en Allemagne. Mais ce n'est pas assez pour les Alliés. Dans le traité de Versailles, la France, l'Angleterre et la Russie insistent pour que la responsabilité de la guerre soit imputée au seul empire allemand. En guise de protestation, le 25 juin 1919, Hindenburg quitte la direction de l'état-major. Le traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, a eu une influence énorme sur la vie politique allemande d'après-guerre. Parmi les principales clauses de ce traité, qui concernaient le plus la population, il y avait celle de la culpabilité, qui stipulait que les Allemands étaient responsables du déclenchement de la guerre. Il y avait aussi les clauses annexes sur le désarmement du pays, la réduction de son armée et la question des réparations. Plus tard, la condamnation de ce traité de Versailles a été un sujet récurrent pour Hitler. Jusqu'en 1939, même après être devenu chancelier, il a continué d'en parler. C'était un de ses chevaux de bataille favoris, qui a trouvé un écho dans l'ensemble de la population. En Allemagne, ce traité imposé par les puissances victorieuses est haï par toutes les classes sociales, indépendamment de leur couleur politique. Hindenburg et Ludendorff sont assignés à comparaître devant une commission d'enquête.
Le maréchal se décharge habilement de toute responsabilité en lançant la thèse du coup de poignard dans le dos, déclarant que les révolutionnaires avaient trahi l'armée. Hindenburg a raconté que les troupes allemandes n'avaient pas été vaincues, mais que leur pouvoir avait été sapé par les politiciens qui avaient réclamé l'armistice. C'était plutôt gonflé quand on sait que c'était lui qui avait justement suggéré à ces politiciens de demander la paix. Ce mensonge éhonté allait s'avérer extrêmement coûteux. En effet, c'est un des mythes qui contribueront à renforcer la droite allemande. Et à quel prix? Grâce à ce faux fuyant, le maréchal ne sera pas tenu responsable de la guerre. De nouveau à la retraite, il retourne à Hanovre. Il n'était pas du genre à aller au café une fois par semaine. Certainement pas. Il avait des amis dans son milieu professionnel. Mais ils sont décédés les uns après les autres et il s'est retrouvé de plus en plus seul. Lorsque son épouse de 47 ans et mère de ses 3 enfants décède brusquement en 1921, il plonge dans la dépression. À l'automne de sa vie, cette perte est un coup très dur. En quête de distraction, il se met à voyager et retrouve sa vieille passion pour la chasse. Malgré son âge avancé, il part tirer le chamois dans les Alpes bavaroises. En 1923, il était chez des amis en Haute-Bavière. C'est là qu'il a été approché par un membre du Parti national-socialiste qui lui a demandé s'il souhaitait saluer son Führer, c'est-à-dire Hitler. Mon grand-père a répondu d'une façon un peu désinvolte. Les saluts, c'est bien joli, mais dites-lui surtout pas d'expérimentation. La République ne peut pas se le permettre. Depuis 1920, Adolf Hitler a pris la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, né dans les Biergarten, les bars à bière et les brasseries munichoises. À l'origine, la mission d'Hitler était complètement différente. Ses supérieurs l'avaient chargé de surveiller un certain nombre de politiciens radicaux qui se trouvaient à Munich à l'époque. Il devait rendre compte de leurs activités, du contenu de leurs discours et de ce qui se disait au cours de leurs meetings. C'est ainsi qu'il était allé écouter le discours d'un des dirigeants du Parti ouvrier allemand, fondé peu de temps auparavant. Il avait été très impressionné par ce qu'il avait entendu. Il avait rejoint cette mouvance et en était devenu l'un des dirigeants. L'espion devient un militant. Au quartier général du DAP, le parti ouvrier allemand, il rencontre l'un des plus proches compagnons d'Hindenburg, Erich Ludendorff. Hitler avait un immense respect pour Ludendorff. Chacun trouvait son compte dans cette relation. Ludendorff était l'homme fort, le chef de file, celui qui jouissait encore d'une certaine réputation dans les cercles militaires. Hitler, lui, était le simple bidas, l'homme qui parlait la langue teintée d'antisémitisme des radicaux, le tribun. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1923, Hitler et Ludendorff tentent de renverser le gouvernement bavarois. Hitler a essayé de prendre le pouvoir en imitant la marche sur Rome de Mussolini quelques années plus tôt. Il a cherché à exploiter la situation difficile dans laquelle se trouvait l'Allemagne en 1923. L'économie s'était effondrée à cause de l'hyperinflation de l'après-guerre. Les Français occupaient la Ruhr et le pays traversait une crise extrêmement grave. Fin 1923, il semblait à deux doigts de la débâcle totale.
Hitler a tenté de profiter du mécontentement et des troubles qui agitaient Munich et le reste de la Bavière pour porter son parti au pouvoir à Munich d'abord, puis dans le reste de l'Allemagne. Ça a été le célèbre putsch de la brasserie. Ça a été un fiasco retentissant. La tentative a été réprimée par les forces républicaines, mais elle a donné naissance au premier mythe du mouvement, avec ses martyrs. Hitler lui-même a effectué une courte peine de prison. Ce putsch a fourni au parti la publicité et les martyrs dont il avait besoin pour se développer. Le NSDAP est interdit et Adolf Hitler condamné à 5 ans de prison. Mais il est libéré moins d'1 an plus tard pour bonne conduite et reforme son parti en 1925. Le 28 février de la même année, le président Friedrich Ebert meurt. Les partis conservateurs allemands commencent à chercher un candidat susceptible de lui succéder. Finalement, ils demandent à Hindenburg de se présenter à l'élection. Le NSDAP lui-même le soutient. Dans l'ombre du maréchal bien-aimé, Hitler prépare déjà son accession au pouvoir. Hindenburg a participé en personne à la campagne de 1925. Ainsi, il a fait un discours à la radio, la première retransmission de ce genre dans toute l'Allemagne. Il s'est adressé directement au peuple, un véritable événement pour l'époque. Il a également donné une interview à des représentants de la presse étrangère. La candidature d'un militaire aux élections soulevait de grandes inquiétudes dans les autres pays. Et c'est pour cela qu'il a rencontré des journalistes étrangers. En dehors de cela, il est très peu apparu en public. D'une certaine façon, ce n'était pas nécessaire. Il y a eu par exemple une affiche très connue où on ne voyait que son visage, avec en dessous « Le Sauveur ». Il n'y avait même pas son nom. C'était inutile. Grâce à la pléthore de produits populaires qui avaient envahi les salons depuis la guerre, tout le monde savait qui il était. Il n'avait pas besoin de se montrer en personne. Hindenburg est élu au second tour avec une courte majorité. Il a 77 ans. Après l'élection de mon grand-père, mes parents sont allés s'installer avec lui au palais présidentiel. C'est là que je suis né 3 ans plus tard. La raison de ce déménagement était que mon grand-père était veuf et attachait beaucoup d'importance à la vie de famille. À ses yeux, il était très important que ma mère soit présente, afin de s'occuper de l'intendance et de la maison. Le palais regorgeait de pièces immenses que nous avions annexées pour y jouer. Il y avait aussi un parc magnifique où nous pouvions aller courir. Nous menions une vie familiale très harmonieuse au palais, autour de mon grand-père, le patriarche respecté. Il venait nous regarder jouer et fêter Noël avec nous, comme dans toutes les familles. Il s'asseyait à côté du sapin et admirait les cadeaux qu'on nous avait offerts. Il s'intéressait à nous. À l'été 1926, Adolf Hitler devient le Führer du NSDAP et l'usage du salut nazi entre ses membres est officialisé. Le NSDAP n'est encore qu'un parti très marginal, mais ses partisans compensent leur petit nombre par leur extrémisme.
La fille d'Hindenburg se déplaçait en voiture dans Berlin. Un jour, elle s'apprêtait à monter dans son véhicule quand elle a été apostrophée par un individu qui arborait une croix gammée. « À Hitler, il n'y a que les riches juifs qui roulent en voiture. » Pour ce nazi, le fait qu'une femme conduise une voiture ne pouvait signifier qu'une chose. Elle était juive. Les riches capitalistes étaient forcément des juifs. Comme très souvent, anticapitalisme et antisémitisme étaient indissociables. Elle a rapporté l'incident sur le ton de la plaisanterie à son père, qui a réagi de la même façon. C'est le président qui nomme le gouvernement. Mais pour diriger le pays, ce dernier doit disposer de la majorité au Reichstag, le Parlement allemand. Dans le cas contraire, Hindenburg est autorisé à légiférer seul. De nouvelles élections ont lieu en 1930. À la surprise générale, le NSDAP devient le deuxième parti d'Allemagne. Mais Hindenburg refuse de laisser Hitler, qu'il considère comme un extrémiste, entrer au gouvernement. En l'absence d'une majorité au Reichstag, le président détient toute l'autorité. 1930 est une année charnière pour les nazis. L'économie allemande est en chute libre et le pays est au bord de l'effondrement. Une situation qui se traduit par une radicalisation politique profonde. Pour de nombreux électeurs de la classe moyenne, il paraît évident qu'en 1929-1930, les partis politiques traditionnels et leurs réponses aux problèmes ne sont plus efficaces. C'est tout le système qui semble brisé. Hitler s'est remarquablement exploité l'intérêt naissant que suscite le NSDAP, surtout grâce à Joseph Goebbels, son maître propagande. Lors de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire en octobre 1930, les députés créent un scandale en siégeant dans l'uniforme des SA, contrairement au règlement intérieur. Mais ils ne risquent rien puisque les députés jouissent de l'immunité politique. Berlin, 10 octobre 1931. Hindenburg demande enfin à rencontrer Adolf Hitler, le chef de parti devenu si populaire. Pour Hitler, c'est l'occasion de présenter ses idées et d'expliquer comment son parti et lui comptent parvenir à l'unité nationale du peuple allemand. Après cette première discussion, Hindenburg se dit « Voilà un homme qui veut la renaissance de l'Allemagne de façon sincère, subjective et convaincante. » Le président pense avoir affaire à un mouvement national jeune, dynamique, peut-être encore frustré et fugueux, mais que l'on pourra discipliner. Hindenburg est toujours tenu en haute estime par la population. Il se donne l'image d'un président fort et sait manipuler les médias à son avantage. Mais en avril 1932, quand son mandat présidentiel arrive à son terme, il ne compte pas se représenter. En 1932, mon grand-père a voulu se retirer de la vie politique. Il avait 85 ans quand même. Mais les partis du centre et de la gauche l'ont supplié de se porter candidat afin de barrer la route à Hitler, son rival le plus sérieux. Ils l'ont forcé à se représenter pour un second mandat. Cette fois, Hitler est candidat. Mais avant, il doit devenir citoyen allemand. Il se trouve qu'un membre du parti nazi est ministre de l'Intérieur du petit État libre de Brunswick. Il nomme Hitler à un poste de haut fonctionnaire. Devenu automatiquement allemand le 26 février, Hitler se lance alors dans la campagne présidentielle contre Hindenburg. À l'époque, il y avait des voitures de campagne, des véhicules équipés de haut-parleurs et décorés de drapeaux qui sillonnaient toute la République. Partout dans le pays, au-dessus de la porte de Brandebourg par exemple, il y avait des affiches, des banderoles, des drapeaux à l'effigie d'Hindenburg. Il a de nouveau fait un discours à la radio. Sur le plan médiatique, il était extrêmement présent.
Tous les partis démocratiques soutiennent la candidature d'Hindenburg dans l'espoir de barrer la route à Hitler. Mais malgré un taux de participation de plus de 86%, le vieux maréchal ne parvient pas à remporter la majorité dès le premier tour. Il est réélu au second tour contre Hitler. Hindenburg a été réélu comme le protecteur et le défenseur de la République. Une grande partie des gens qui ont voté pour lui espéraient qu'il la défendrait et la protégerait. Peu après, en juillet 1932, des élections ont lieu au Reichstag. Avec plus de 37% des sièges, le NSDAP est de loin le parti majoritaire. Malgré tout, Hindenburg refuse de nommer Hitler chancelier. En réaction, le NSDAP orchestre le chaos et la terreur par le biais de ses milices armées, les SA et les SS. Hitler s'en prend aussi personnellement à Hindenburg. Mon adversaire estimé, le président du Reich, est âgé de 85 ans. J'en ai 43 et je suis en excellente santé. Il veut devenir chancelier à n'importe quel prix. Mais ce sera impossible tant qu'Hindenburg s'y opposera. Ce dernier est certes âgé, mais il n'est ni fragile ni sénile, et sa popularité est intacte. Le NSDAP a beau être le plus grand parti d'Allemagne, Hitler est loin d'être aussi populaire que le vieux président. Ce qui était remarquable, c'est que de son vivant déjà, Hindenburg a été vénéré comme le sont généralement les morts. Au début, Hitler a eu des exigences démesurées et a demandé la chancellerie. Mais Hindenburg a refusé. À l'été 1932, s'il était prêt à faire entrer des nazis au gouvernement, il ne voulait pas nommer Hitler chancelier du Reich. Le gouvernement doit compter des membres du NSDAP s'il veut obtenir la majorité au Parlement. Or, Hitler exige la chancellerie. Pour Hindenburg, il n'y a qu'une échappatoire. Un gouvernement opposé à Hitler, soutenu non par le Reichstag, mais par le président lui-même. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Hindenburg forme alors un gouvernement minoritaire, puis dissout le Parlement. Lors de la campagne législative, de nombreuses personnalités reprennent le slogan « Avec Hindenburg pour le peuple et le Reich ». La campagne porte ses fruits. Les nazis perdent des centaines de milliers de voix. Leur accession au pouvoir semble compromise. Peu de temps après, Hindenburg reçoit de nouveau Hitler. Je me souviens que pendant la période de transition, en 1932-33, l'ambiance était électrique au sein de la famille. Et au palais présidentiel où nous vivions alors, on sentait une tension. Je me souviens aussi qu'Hitler était venu au palais en voiture parler avec mon grand-père. Je l'avais vu par la fenêtre. Même avec Hitler à sa tête, le gouvernement n'aurait pas la majorité au Parlement et devrait être soutenu par le président. Celui-ci profite de la situation pour tenter une manœuvre politique. Certain de pouvoir le contrôler, il propose à Hitler de le nommer chancelier sous certaines conditions. Mais Hitler refuse. Il veut tout ou rien. C'était une vraie partie de poker entre les deux hommes. Hitler voulait remporter la mise maximum. Pour filer la métaphore, je ne pense pas qu'Hindenburg était un joueur particulièrement doué. Il voulait s'en tenir à sa décision initiale, et pourtant, il s'est laissé convaincre et a changé d'avis. Hindenburg fait intervenir un médiateur. Lors d'une réunion secrète chez un banquier à Cologne, Hitler accepte les conditions du président. Finalement, c'est Hitler qui a gagné la partie. Pour cette raison, je ne pense pas qu'Hindenburg ait joué un double jeu, contrairement à certains dans son entourage. Berlin, 30 janvier 1933.
Hindenburg nomme le chef du Parti national-socialiste, Adolf Hitler, chancelier du Reich. Nous habitions toujours au palais présidentiel. Je me suis mis à la fenêtre pour regarder passer la retraite au flambeau. Nos chambres à nous, les enfants, se trouvaient dans l'aile gauche. Il m'avait semblé que la population défilait pacifiquement pour un nouveau départ. Rien à voir avec les brutalités qui ont ouvert la voie aux violences futures. Dans mon souvenir, je crois aussi que mon grand-père était aux côtés d'Hitler, dans l'aile droite du palais. Depuis le palais présidentiel, Hindenburg observe ce qu'il a déclenché. On ne peut pas dire que la nomination d'Hitler au poste de chancelier ait pris tout le monde par surprise. C'était une solution qui convenait parfaitement à Hindenburg et qui tombait à point. Après le 30 janvier, il a été très satisfait de sa réélection. À présent qu'il est chancelier, Hitler touche presque au but. Mais Hindenburg se dresse encore sur sa route. C'est Hindenburg qui a permis à Hitler d'accéder à la chancellerie. Il y avait des alternatives, même si elles étaient risquées. Mais s'il y avait bien quelqu'un capable de faire obstacle au national-socialisme et de s'opposer aux exigences d'Hitler, c'était Hindenburg. Le lendemain de la nomination d'Adolf Hitler, le président dissout le Reichstag dans l'espoir que de nouvelles élections permettront de constituer un gouvernement stable. Pendant la campagne, Hitler reçoit le soutien d'Hindenburg. Devenu le parti le plus puissant du pays, le NSDAP forme un gouvernement de coalition. Le 21 mars 1933, lors de ce qu'on baptise la journée de Potsdam, les nazis organisent une cérémonie grandiose afin de fêter le nouveau parlement élu. Joseph Goebbels a été le grand ordonnateur de la journée de Potsdam. Peu de temps avant début mars, il avait été nommé ministre de l'Information et de la Propagande. C'était en quelque sorte son premier grand œuvre. On peut lire dans son journal qu'il avait planifié l'événement dans les moindres détails, qu'il avait une vision claire de sa mise en scène. Devant l'église de la garnison prussienne, Hitler s'incline devant le président du Reich. Ce sera son dernier geste d'humilité. Depuis la nomination d'Hitler, Hindenburg s'est retiré progressivement de la vie politique. Il passe le plus clair de son temps avec ses enfants et petits-enfants dans la propriété de Neudeck, où le chancelier vient lui rendre compte des affaires du pays. Nous allions passer l'été à Neudeck, et mon grand-père était souvent là. Il passait ses quelques semaines de vacances avec nous. Et cela n'avait alors rien d'anormal quand sa qualité de chancelier, Hitler vienne lui faire son rapport. Il savait parfaitement se conduire. Ainsi, il ne s'est jamais présenté dans l'uniforme de son parti tant que mon grand-père a été vivant. Il se conformait à nos façons de faire. Par exemple, quand des visiteurs venaient à Neudeck, la tradition voulait qu'ils fassent une promenade en calèche dans les champs et la forêt. Nous dînions tous ensemble. Il se trouve qu'Hitler ne voulait pas manger de viande. Par conséquent, il y avait toujours du fromage. C'était inhabituel. À cette époque, dans la famille, on ne mangeait pratiquement jamais de fromage. Mais il y en avait pour Hitler.
Ces petits souvenirs ridicules n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est le genre de choses qui, aujourd'hui encore, chaque jour qui passe, me rappelle comment la situation a évolué sur le plan politique. Le 23 mars 1933, Hitler parvient à faire voter par le Parlement la loi d'habilitation. Celle-ci lui accorde les pleins pouvoirs pour 4 ans et lui permet de promulguer toutes les lois qu'il veut. Désormais, le Reichstag et Hindenburg lui-même sont impuissants. La loi permet au NSDAP d'imposer les premières mesures législatives antisémites et Hitler décrète le boycott des commerces juifs. Cette campagne antisémite est orchestrée par des organismes d'État et le boycott est supervisé par le bras armé du parti, la SA. Ni la police, ni les tribunaux ne s'y opposent. Le vote de la loi d'habilitation a été une étape importante dans l'ascension politique d'Hitler vers la dictature. Il s'est servi très intelligemment des mécanismes de la démocratie afin d'amener le Reichstag à s'autodétruire et à détruire le processus démocratique. Après avoir acquis une certaine indépendance par rapport à Hindenburg, il l'a mise à profit pour faire voter la fameuse loi. Hindenburg est âgé de 86 ans. Et au cours de l'été 1934, sa santé décline rapidement. Bien qu'il souffre d'une maladie incurable de la vessie, il ne renonce pas à ses promenades. Cela s'est passé un jour que je jouais dans une écurie de la propriété. Brusquement, ma gouvernante a éclaté en sanglots. Tout de suite, nous lui avons demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est alors qu'un des cochers et elle nous ont dit « C'est fini ». Hindenburg a été adulé par le peuple allemand jusqu'à sa mort. Mais dès le décès du vieux président, Hitler est déterminé à lui succéder et à s'emparer du pouvoir absolu. La mort d'Hindenburg, le 2 août 1934, a été un véritable cadeau pour les nazis. Elle était annoncée depuis un moment déjà. Peu de temps avant, Hitler était allé le voir afin de s'assurer que c'était la fin. Dès le décès d'Hindenburg, il a mis en application son projet de succession. Il s'y est pris de la façon suivante. Puisque Hindenburg était le chef de l'État, Hitler s'est fait nommer officiellement président et chancelier du Reich. Certes, il ne s'est jamais fait appeler président, mais Führer et chancelier du Reich. Mais il s'est attribué tous les pouvoirs rattachés à la fonction. Désormais, Adolf Hitler est à la fois chef de l'État et du gouvernement. Contrairement au dernier vœu d'Hindenburg, le nouveau maître du pays lui organise des funérailles grandioses au mémorial de la bataille de Tannenberg. L'armée avait tenu une place prépondérante dans la vie de mon grand-père. Enfant, j'avais trouvé naturel qu'il y ait une grande cérémonie. La première fois qu'Hitler a porté l'uniforme de son parti en présence de mon grand-père, ça a été à son enterrement, devant son cercueil. Ce jour-là, il était en uniforme. Hitler en personne a prononcé un discours dans lequel il a fait ses adieux à Hindenburg, soulignant l'importance qu'il continuerait d'avoir. Dieses Leibes verwesen sollte, wird der Name noch immer unsterblich sein.
Roter Feldherr, Stellung 1 in Walhall. Hindenburg était entré pour l'éternité dans le panthéon des héros allemands. Les dernières volontés de Paul von Hindenburg se terminaient sur ces mots. Je quitte le peuple allemand avec la conviction que tout ce à quoi j'ai aspiré et qui a conduit au 30 janvier 1933 mènera finalement à la réalisation totale et au couronnement de la mission historique de notre nation. Retrouvez plus